Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une période absolument fascinante, hyper chaotique et honnêtement très souvent mal comprise de la Révolution française, le Directoire. Faut vraiment arrêter de voir cette époque, de 1795 à 1799, comme une simple salle d'attente ennuyeuse avant l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir. C'est totalement faux. C'est en fait un laboratoire constitutionnel de dingue et surtout l'histoire tragique d'un équilibre politique tout simplement impossible à trouver. On est face à un système coincé entre un balancier politique devenu complètement fou et l'intervention inévitable de l'armée. Il est grand temps de démonter les rouages de cette machine politique qui avait été pensée au millimètre près pour éviter la tyrannie, mais qui a fini par s'autodétruire. La question géante qui se pose tout de suite, c'est ça. Comment on fait pour gouverner après la terreur ? Il faut s'imaginer le traumatisme. En juillet 1794, Robespierre tombe. La France est un pays psychologiquement ravagé. La guillotine a laissé des cicatrices énormes. L'enjeu est colossal parce qu'il faut reconstruire un gouvernement stable et légitime après des années de violence d'État, de purges dans tous les sens et d'instabilité chronique. En gros, comment on arrête la révolution populaire pour amener un peu d'ordre civil, mais sans faire un bond en arrière vers la monarchie absolue. C'est le casse-tête de la décennie. Au menu aujourd'hui, d'abord l'après-terreur. Ensuite, on verra la création de ce gouvernement divisé, puis on analysera ce fameux balancier politique. On enchaînera sur le recours à l'armée et on terminera bien sûr sur la fin de la Révolution. Allez, on plonge dedans. On commence direct avec notre première partie, l'après-terreur et son équilibre extrêmement précaire. Ceux qui prennent les commandes après Robespierre, qu'on appelle les thermidoriens, ils cherchent à tout prix un juste milieu pour calmer le jeu. Leur solution, c'est la constitution de l'an 3, en 1795. Et c'est un virage très assumé vers la droite, très conservateur. Le but assumé, c'est de siffler la fin de la Révolution populaire. Comment ? Par le retour au suffrage censitaire. Pour vous donner une idée du climat, le député Boissy d'Anglas le lâche sans aucun filtre à l'époque. Pour lui, un pays gouverné par les propriétaires, c'est l'ordre. Et un pays gouverné par ceux qui ne possèdent rien, c'est le chaos. On retire donc le droit de vote aux classes populaires pour le réserver à ceux qui payent un certain niveau d'impôt. On installe carrément une république de notables dont l'obsession, c'est de protéger la propriété et maintenir l'ordre à tout prix. Ce qui nous amène à notre deuxième point, un gouvernement hyper divisé, carrément paralysé par la peur. Il faut bien comprendre que les mecs qui écrivent cette constitution sont encore traumatisés par le comité de salut public. La dictature, ils n'en veulent plus jamais. Du coup, ils nous pondent un système législatif brillant sur le papier, mais fait pour bloquer au moindre pépin. C'est la toute première fois en France qu'on crée 2 chambres législatives, pour bien couper le pouvoir en deux. D'un côté, le Conseil des 500, avec des élus plus jeunes, c'est, on va dire, l'imagination de la République. Eux seuls peuvent inventer et proposer des lois. De l'autre côté, le Conseil des anciens. Là, on a des hommes d'au moins 40 ans, mariés ou veufs, c'est la raison de la République. Eux, ils ne proposent rien, ils disent juste oui ou non aux lois des 500. C'est un mur de séparation totale pour éviter qu'une loi passe sur un coup de sang. Et l'exécutif, alors ? Eh bien, il est morcelé à l'extrême entre 5 directeurs. Pas 1, pas 2, 5. Ces types-là, dont l'incontournable Paul Barras qui restera accroché au pouvoir, ils ont une autorité de dingue, mais ils sont obligés de se surveiller et de se neutraliser tout le temps. Résultat des courses, ça dilue complètement les responsabilités. Ça devient très vite le festival de la corruption. Les directeurs s'en mettent plein les poches pendant que les caisses de l'État sont vides. Mais le pire défaut de cette machine, la faille fatale, c'est qu'il n'y a aucune cour constitutionnelle. Si un gros clash entre les directeurs et les assemblées, la loi ne prévoit rien. Il n'y a absolument aucun bouton d'urgence prévu pour régler les conflits légalement. On passe donc logiquement au 3e volet, le fameux balancier politique, ou comment vivre de crise en crise. Parce que oui, sans moyen légal de régler les disputes institutionnelles, chaque blocage se termine inévitablement dans la violence. En regardant cette chronologie hyper serrée, on voit bien que le Directoire, c'est l'histoire d'un gouvernement en mode survie permanente. Ça oscille frénétiquement de droite à gauche, de gauche à droite, et ça tape sur ses adversaires en dehors de toute légalité pour ne pas crever. C'est une réalité implacable de la science politique qui se joue sous nos yeux. Quand une institution ne peut pas s'arbitrer par le droit, elle dégénère toujours en coup d'État et en purge. Le premier énorme coup de chaud, il arrive de la droite. Les royalistes ne sont pas du tout finis. Au contraire, ils s'organisent de façon redoutable autour du club de Clichy. Ils montent des réseaux d'espionnage et de propagande cachés derrière des associations philanthropiques, tout ça financé avec l'argent des pays étrangers en guerre contre la France. Et leur stratégie cartonne. Au printemps 1797, premier vrai test électoral du régime, et boum, les pro-monarchies raflent tout dans les urnes. La survie même de la République est menacée, par des élections complètement légales. Alors, comment réagissent les fondateurs du système quand la démocratie vote pour tuer la République ? Ils trichent,
C'est le fameux coup d'État du 18 Fructidor en septembre 1797. Pour sauver leur peau, les républicains au pouvoir appellent carrément l'armée pour occuper Paris. Ils font arrêter des collègues directeurs et annulent purement et simplement l'élection de 177 députés de l'opposition. C'est massif. C'est le péché originel de ce gouvernement. Pour se maintenir au chaud, le pouvoir civil vient d'ouvrir grand la porte à l'armée dans la politique intérieure. Et le pire, c'est que le cynisme continue. Dès l'année suivante, en 1798, le balancier repart dans l'autre sens. Cette fois, ce sont les néo-jacobins, l'aile gauche très radicale, qui font une percée aux élections. Et devinez quelle est la réaction du gouvernement du centre. Un nouveau coup de force, c'est la loi du 22 Floréal. Les modérés, ceux-là même qui avaient rédigé la Constitution pour garantir la loi, invalident de façon préventive plus d'une centaine d'élus de gauche. Le centre s'accroche au pouvoir, mais à ce stade, soyons clairs, ils n'ont plus aucune once de légitimité morale aux yeux des Français. Ce qui nous mène directement à la quatrième partie, le recours à l'armée et l'ascension fulgurante des généraux. Le contraste est complètement dingue. Pendant qu'à Paris, on patauge dans un marécage de magouilles électorales, aux frontières, c'est la gloire. Au printemps 1796, on lance une grande offensive militaire. Et c'est sur un fond qu'on croyait secondaire que la légende s'emballe, la campagne d'Italie. À sa tête, un jeune général, Napoléon Bonaparte, qui va de victoire en victoire. Mais attention, Bonaparte n'est pas juste un génie tactique, c'est un communicant hors pair. Il utilise la presse militaire pour forger sa propre image de sauveur, agissant quasiment comme un chef d'État indépendant qui se fiche pas mal des ordres qui viennent de Paris. Là, la bascule du pouvoir est en train de se faire. Le grand tournant, c'est le traité de Campo Formio en 1797. Bonaparte, en totale autonomie, met l'Autriche à genoux et signe la paix tout seul. C'est un paradoxe terrible pour le gouvernement central. Normalement, un gouvernement dirige ses armées, mais la République est tellement ruinée, c'est littéralement l'argent, l'or et les pillages envoyés par Bonaparte depuis l'Italie qui font tourner le directoire et nourrissent l'État. Le pouvoir civil vient de devenir l'otage économique de ses propres soldats. À partir de là, l'armée est en roue libre et redessine la carte de l'Europe. On crée des républiques sœurs tout autour de la France, comme un bouclier, mais aussi comme une caisse enregistreuse géante. Fort de son immense succès, Bonaparte pèse de plus en plus lourd sur la scène parisienne. D'ailleurs, l'expédition d'Égypte qui suit peu après, c'est un jeu à double tranchant. C'est stratégique pour menacer les routes commerciales des Britanniques, certes, mais pour le directoire à Paris, c'est surtout un excellent prétexte pour expédier à l'autre bout de la Méditerranée un général devenu beaucoup trop encombrant. Sauf que cette politique super agressive réveille le cauchemar du pays. En 1798, l'Europe monarchique est terrifiée et monte la deuxième coalition. Le Royaume-Uni, la Russie et l'Autriche s'associent pour écraser la France. Les frontières sont à nouveau attaquées, l'Italie qu'on avait gagnée est en train d'être perdue. En France, c'est l'angoisse totale. Le peuple craint l'invasion, il craint le retour sanglant de la terreur de 1793 et il se rend compte que le gouvernement du Directoire, en plus d'être ultra corrompu, est totalement incapable de protéger le pays. L'idée de confier le pays à un homme à poigne, un militaire fort, devient une obsession générale. Et c'est ce qui nous plonge dans notre toute dernière partie, la fin de la Révolution. Si on dézoome un peu sur toute la décennie, on voit bien que le Directoire, ce n'est pas juste un passage à vide. C'est l'épuisement total du projet républicain de l'époque. Ça prouve presque par l'absurde qu'on ne peut pas construire une démocratie libérale si la population n'est pas un minimum d'accord sur les règles du jeu au départ. C'est justement parce que cette république modérée a été un tel échec, un tel chaos, que la population, épuisée, a fini par désirer ardemment une solution autoritaire. L'implosion institutionnelle trouve sa conclusion explosive avec le fameux coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Et attention, ce n'est pas juste une affaire de paperasse dans un bureau. Il faut s'imaginer la scène, on a des soldats, des grenadiers qui rentrent au pas de charge avec les baïonnettes au bout des fusils dans la salle où siègent les députés. On entend les tambours qui résonnent et on a littéralement des élus de la République qui sautent par les fenêtres pour ne pas se faire arrêter. C'est la force pure et dure qui balaye le directoire pour installer le consulat, un régime où tout le pouvoir va rapidement se concentrer entre les mains d'un seul homme. Et au lendemain de cette folie, la nouvelle époque annonce la couleur, avec cette déclaration qui claque comme un coup de fouet. Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. Sur le plan politique, c'est du génie. Ça rassure tous ceux qui s'étaient enrichis pendant la Révolution en disant que les acquis de 1789 sont sécurisés, mais en même temps, c'est siffler la fin de la récréation. Fini les débats parlementaires sans fin, fini les émeutes dans la rue. L'ordre nouveau impose un silence radical sur la vie politique.
Pour conclure, on peut légitimement se poser cette question qui s'affiche. Toute l'histoire du Directoire, c'est le paradoxe monumental de la peur. On a voulu créer un système tellement bridé par la trouille d'un nouveau dictateur qu'on en a fait une impasse absolue. Sans aucun outil juridique pour se mettre d'accord, la politique a dégénéré en une série de purges brutales, détruisant la confiance de tout le monde. Et au final, ça a inévitablement appelé le glaive de l'armée pour venir trancher ce que la loi ne pouvait plus gérer. Une sacrée leçon d'histoire sur la fragilité des institutions, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite.